Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous accueillir pour ce Webi Café qui ce matin est dédié à la digitalisation du recrutement et puis à la thématique du recrutement en général. On fera aussi un retour sur l'actualité. Donc ce matin, je reçois Antoine Poiron de chez Pixid et Gonzague Lefebvre de Clever Connect. Je vais laisser Antoine se présenter. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de participer à ce Webi Café. Donc merci Christophe de l'invitation. Moi j'avais fondé Job Minute en 2015 parce qu'on était parti du principe que en fait les recruteurs et les candidats avaient du mal à se rencontrer et on voulait donc créer une application pour matcher les besoins et les extras de manière hyper automatisée. Et donc, on était spécialisé principalement dans l'hôtellerie-restauration où il y a des forts besoins d'extra. Et en 2018, on a intégré le projet industriel de Pixid, parce que Pixid s'occupe plutôt de la partie post-matching sur toute la partie administrative, et ils voulaient remonter dans la chaîne de valeur et aller vers le candidat. Et donc aujourd'hui, je travaille sur toutes ces nouvelles offres en fait d'ATS et de sourcing au sein de Pixid et de la partie partenariat. Donc voilà. Super. Merci. Gonzague? Du coup, me concernant, Gonzague, donc moi je sais pas pourquoi je dis toujours ça, mais j'ai 31 ans, mais en fait on s'en fout, mais je sais pas, je sais pas. Mais du coup après, potentiellement, bref, bon là, enfin, vous êtes, les autres se sentent obligés de donner leur âge alors que pas du tout. Bref, 43. Aujourd'hui en plus. C'est vrai? Non, bon anniversaire. Ouais. Bon anniversaire. Merci. Bon, du coup, on va essayer de bien faire on va faire un Webi Café sérieux pour ton anniversaire. Sinon, on va faire un effort. Exactement. Non, du coup, Gonzague, donc moi, je suis l'un des 3 fondateurs de Clever Connect. Et du coup, Clever Connect, peut-être que vous ne connaissez pas, c'est un groupe RH et on propose plusieurs solutions que vous connaissez peut-être, ou du moins j'espère. On a un site emploi qui s'appelle Météo Job. Et on vend aussi différents outils, différentes solutions pour accompagner les entreprises et les recruteurs dans le processus de recrutement. Donc, on a un outil qui s'appelle Visio-Talent, qui permet de faire des entretiens en vidéo, en live ou en différé. On essaie aussi de faire des sites carrières et on fait des solutions de matching avec un produit qui s'appelle HR Match. Voilà. Donc, notre ambition, c'est d'accompagner les entreprises sur tout le processus d'acquisition des talents. Voilà, comment je trouve des candidats et comment je les évalue ensuite. Alors Gonzague, on va commencer par un premier point qui est d'actualité pour voir un peu comment côté Clever Connect vous avez ressenti les effets de cette crise. Je sais que vous avez fait une enquête récemment, notamment auprès des candidats. Est-ce que tu peux nous donner quelques datas par rapport à cette enquête? Ouais, avec plaisir. Du coup, ouais, effectivement, on a la chance, du coup, comme on a 6 millions de candidats inscrits, on leur pose souvent des questions pour savoir, sur une actualité, comment vous l'avez vécu, qu'est-ce que vous en pensez. Donc là, souvent, il y a 2000 répondants, ça permet de faire un panel représentatif. Et donc là, on leur a posé des questions en avril sur un petit peu sur la crise, comment c'était vécu. Donc je vous donne quelques infos qui sont intéressantes. 95% des candidats qui sont rentrés en processus de recrutement l'ont fait de façon 100% digitale sans jamais rencontrer en physique le recruteur. Voilà. Donc ça, c'est assez inédit et assez nouveau. C'est-à-dire que pendant une période, plus de 9 recrutements sur 10 se sont faits sans rencontre physique. Preuve que c'est possible de le faire. Est-ce que c'est souhaitable? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça peut être fait. Deuxième élément assez intéressant, on a remarqué des stratégies mises en place par les candidats différentes en fonction de leur niveau de diplôme. Donc, je m'explique. Les candidats qui n'avaient pas de diplôme ou uniquement le bac nous ont dit notre priorité, c'est d'avoir un emploi, quitte à aller vers des emplois plus précaires. Okay, donc, c'était une stratégie, l'emploi avant tout, quitte à ce que ça soit plus risqué, plus précaire. Pour les candidats qui avaient de bac à bac plus 2, 3, ils étaient sur une stratégie plutôt de réorientation vers des secteurs qu'ils considéraient comme plus résilients.
Ok, donc c'est de dire voilà, peut-être que je vais exercer le même métier, mais je vais chercher les secteurs qui vont mieux résister à la crise. Voilà, donc une stratégie où je cherche à naviguer. Les bac plus 5, massivement, formation, formation, formation. Et pas forcément formation sur leur métier, mais aussi parfois question sur est-ce que je ne ferais pas autre chose de ma vie. Voilà. Donc ça, c'est intéressant, des approches et des réflexions différentes en fonction du niveau de diplôme. D'autres petits retours candidats qui peuvent intéresser les personnes qui recrutent ici. Beaucoup de stress en se disant ils ont répondu à certaines offres d'emploi et en fait, il n'y avait pas de recrutement au bout. C'est-à-dire que c'était des offres qui n'étaient pas mises à jour et donc un certain nombre de candidats nous ont dit en fait maintenant je ne postule plus parce que j'ai fait 3-4 processus où en fait c'était une offre qui datait un petit peu, il n'y avait pas d'emploi à pourvoir réellement au bout. Donc je pense que c'est vraiment important que la communauté RH et des recruteurs mettent à jour les offres d'emploi. Sinon, ça pénalise un petit peu tout le monde, en fait. L'entreprise également sur sa marque employeur, mais même, voilà, ça crée encore plus de stress et de frilosité côté candidat dans une période où il y a déjà pas mal d'incertitudes. Donc, voilà un peu les infos. Une dernière qui est intéressante. Parmi les candidats qu'on a interrogés, les candidats qui avaient le plus de réponses et qui ont le plus progressé dans les processus de recrutement étaient les candidats plutôt les moins diplômés. C'est-à-dire que la sélectivité a augmenté avec les diplômes. Donc, dans les candidats, 30% des candidats qui ont postulé et qui avaient uniquement le bac ont été reçus en entretien et ont eu des propositions. Uniquement 9% quand on parle des bacs plus 5. Donc, on avait 30% pour les bacs, 20% pour les bacs plus 2, 3, 9% pour les bacs plus 5. Donc, on s'est aussi rendu compte, vous pouvez faire le lien avec les métiers de première ligne, deuxième ligne, c'est-à-dire qu'il y avait des métiers où on en avait vraiment besoin en urgence pour assurer la production, la logistique, l'approvisionnement, la santé, et d'autres pour lesquels on a pris plus le temps et on a été plus sélectif côté entreprise. Voilà un petit peu les retours qu'on a eu de cette étude que je trouvais potentiellement intéressant de vous partager. Ça marche, super. Toi, Antoine, côté client, est-ce que tu as ressenti une modification des comportements, de nouvelles demandes? Quelles ont été tes impressions? Quels sont tes retours par rapport à ça? Alors, nous, on n'a pas fait d'études, mais on l'a vu par rapport à l'utilisation de la plateforme, parce que c'est vrai que je me suis présenté, mais j'ai pas forcément présenté Pixid comme Gonzague a présenté Clever Connect. Pixid, ça fait 15 ans qu'on existe et on gère toute la partie en fait process de recours à l'intérim entre des gros donneurs d'ordre et des entreprises de travail temporaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on gère à peu près 250 000 missions par jour sur la plateforme. Donc, on avait un rôle un petit peu de témoin privilégié de ce qui se passait là avec le confinement et la crise du Covid. Et on s'aperçoit que en fait, on a une chute brutale de 50% à peu près des flux qui correspondait aussi à la fermeture de beaucoup de sites de production en France. Mais à aujourd'hui, là, on est pratiquement revenu à l'identique à l'avant-confinement. Donc, on peut nous confirmer ce que vous pouvez entendre à la radio ou à la télé, que le niveau d'activité, en fait, alors là, c'est plutôt sur des contrats courts, intérim, CDD, mais a retrouvé en fait les mêmes niveaux que la semaine du 7 mars, là, post-confinement. Et Antoine, quand tu parles de ce retour, tu parles depuis quand? Depuis mai, depuis début juin? Enfin, c'est des. Alors, il y a eu une augmentation fin avril, début mai. Et là, les chiffres que je te donne, c'est à lundi dernier, où on est juste à 4% en dessous la semaine post-confinement. Par contre, c'est vrai que si on voit ça par rapport à un mois de juin classique, le mois de juin 2019, on est encore en dessous des volumes normaux. Okay. Et ce qui est intéressant par rapport au lien de votre étude, c'est qu'on voit là, très clairement que ce sont les opérationnels, les cols bleus, les gens potentiellement avec des profils moins seniors, moins diplômés, ouais. Qui font l'objet de la première relance. Ouais. C'est d'ailleurs le principe de l'emploi précaire, c'est qu'effectivement, ce sont les premiers à être mis en difficulté parce que pas protégés, notamment par le CDI et les aspects contractuels, mais du coup, sont aussi les premiers à repartir. Donc nous, on le voit très bien là, et puis donc sur tous les secteurs d'activité, peut-être qu'on en parlera un petit peu, mais c'est vrai que tous les secteurs d'activité repartent. Alors il y en a qui ont été très protégés
pendant le Covid, tout ce qui est logistique, agroalimentaire, qu'on vraiment maintenu. Il y a le BTV qui s'était complètement arrêté. Et par rapport à cette info là sur les comment dirais-je, plutôt les cols bleus ou les gens avec des diplômes, il y a aussi, nous on le voit, la réduction de la durée moyenne de mission. C'est-à-dire que les entreprises ont encore besoin, encore plus de flexibilité qu'avant. Pas forcément, j'aime pas parler de précarité, mais on voit aussi que la durée de mission moyenne raccourcit pour que les entreprises en fait s'adaptent encore mieux au bon niveau de staffing en fonction de l'activité des clients pour pouvoir les servir et pour pouvoir produire. Gonzague, tu as constaté des variations, j'imagine, sur la partie job board en termes il y a bien évidemment en termes de fréquentation, mais en termes de diffusion d'annonces? Ouais, alors en termes de diffusion d'annonces, on est en moyenne, alors ça varie quand même toujours, mais en moyenne, on a 150 000 offres disponibles et au cœur de la crise, on était à 100 000. Donc, je trouve que c'est intéressant ce chiffre parce qu'en même temps, c'est quand même une grosse baisse, hein, ça fait un tiers de baisse. Et en même temps, c'est pas non plus, je veux dire, quand on écoute les médias, on parle quand même toujours de une crise sans précédent, la plus grande crise depuis 1945 qui est l'après-guerre. Finalement, il restait quand même 100 000 offres. Du coup, c'est intéressant de pondérer. Et d'ailleurs, c'est une petite réflexion que je me fais, mais que je vous partage, que je trouve intéressante parce que moi, je regarde un peu tous les mois l'évolution des chiffres du chômage. Et donc, il a été publié en mars, on a une augmentation de 8% à peu près du nombre de demandeurs d'emploi. En avril, on annonce 22%. Et donc, moi, je me dis, si on prend pas de recul et qu'on voit ça, on se dit plus 22% du nombre de demandeurs d'emploi, ça fait peur. Et en fait, il y a quand même l'intérim. Ouais, alors, et ce qui est intéressant dedans, il y a deux choses à noter tout de même. Le premier point, c'est qu'en fait, il y a eu moins d'entrées chez Pôle emploi que ce qu'il y avait les mois précédents ou les années passées. En revanche, il y a eu aussi beaucoup moins de sorties. C'est-à-dire que le chiffre de Pôle emploi, c'est les entrées et les sorties. Et en fait, donc là, on voit qu'en fait, il n'y a pas réellement de destruction d'emplois pour le moment en France. Il y a juste des gens qui n'ont pas d'emploi, qui n'arrivent pas à en retrouver parce qu'il n'y a pas d'activité. Mais donc, on peut quand même voir que les dispositifs mis en place par le gouvernement ont permis quand même pour les gens qui étaient en poste, globalement, de garder leur emploi. On fait pas face à des destructions d'emplois pour le moment. C'est juste que si vous n'avez pas d'emploi, c'est compliqué en ce moment d'en retrouver un. Voilà. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, quand on regarde, c'est principalement effectivement des gens qui avaient des emplois courts intérimaires qui ont au pic de la crise, qui ont trinqué. Et je pense qu'en début avril, il y avait une baisse de 40% des missions d'intérim. Et donc, effectivement, ça a été très violent. Et là, ça repart. Donc, c'est intéressant parce que quand on donne des chiffres globaux, parfois, on voit pas la nuance qu'il y a dedans. Et donc, c'est vrai que les emplois en CDI à ce stade n'ont pas été trop impactés. C'est plutôt les emplois intérimaires qui ont trinqué les premiers, mais qui vont aussi être les premiers à repartir probablement. Et nous, ce qu'on voit aussi chez nos clients qui avaient mis des solutions un peu en place comme Pixid, de pouvoir proposer des missions, signer des contrats, faire des relevés d'activité à partir des applications mobiles, qu'elles étaient déjà prêtes en fait à relancer la machine, relancer les lignes de production, réouvrir les magasins, alors qu'on a beaucoup là de prospects et tout qui nous disent mais en fait nous on n'était pas prêts et donc en fait on se retrouve avec une charge hyper importante de tâches administratives, de tâches RH parce que on peut pas recevoir les candidats en entretien, on peut pas collecter les documents, on peut pas signer les contrats de manière virtuelle et donc on s'aperçoit que notamment sur ces profils-là qui sont beaucoup plus volumiques que recruter trois middle management, on s'aperçoit que ces tâches-là plutôt doivent être anticipées par les RH pour pouvoir justement gérer là ce post-crise et encaisser la charge. Et je rebondis sur ça, Antoine, c'est intéressant ce que tu dis parce que dans l'étude qu'on a faite, je ne l'ai pas mentionné plus tôt, mais on a demandé aux candidats, est-ce que vous avez vu une évolution sur les process? Donc, ils ont dit oui, 9 fois sur 10, j'ai pas rencontré le recruteur. Et leur perception, c'était que les processus de recrutement s'étaient rallongés. Or, spontanément, on aurait pu croire que comme il n'y avait pas d'entretien physique, ça allait plus vite, théoriquement. Et en fait, ça montre aussi que les boîtes n'étaient pas toutes prêtes d'un point de vue digital à faire face à ça. Parce que c'est la thématique d'aujourd'hui, c'est de dire qu'en fait, même en supprimant une étape ou en la remplaçant par une étape 100% digitale qui devrait être plus rapide, plus simple, plus efficace, ça n'a pas toujours mené à des processus de recrutement plus rapides parce que
soit on n'avait pas les outils, soit on n'avait pas l'organisation qui permettait de bien intégrer les outils. Et donc, je trouve que c'est aussi intéressant. Et notamment, comme nous, on a quand même un biais très grand compte. Là, on a un grand compte dans l'énergie qui a pas le choix, qui doit recruter les 1500 stagiaires, alternants, contrats pro pour l'année prochaine. Et ça peut pas être repoussé. Les gens doivent venir cet été, au mois de septembre, commencer en fonction. Et donc là aussi, ils sont obligés d'anticiper ça et de travailler dès aujourd'hui, même en période confinement et post-déconfinement, quoi. Ouais, d'autant qu'on risque de voir un accroissement des offres concernant les contrats d'alternance, hein. Au moins pour ceux jusqu'à la licence professionnelle, puisque l'État octroie entre 5 et 8 000 euros d'aide sur ce type de profil. En effet. Vous constatez déjà une augmentation sur ces offres de contrats d'apprentissage, Gonzague? C'est quelque chose que tu as déjà... Non, tu vois, au moment où tu as posé la question, je me suis dit, putain, c'est un truc que j'aurais dû regarder. C'est une vraie bonne question de regarder. Non, c'est vrai. Est-ce que suite à l'annonce du gouvernement, il y a eu une hausse du nombre d'offres postées? Et franchement, on n'a pas fait d'études dessus, donc évidemment, d'études où juste j'ai pas crunché la donnée, mais elle est intéressante. Je suis d'accord. Je pense qu'il y a. C'est peut-être un peu tôt pour qu'il y ait un impact, hein, quand le gouvernement a annoncé le financement des formations via la convention FNE fin mars. Dans la pratique, les RH l'ont utilisé qu'un mois plus tard, hein. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, je sais qu'il y a mes équipes market qui sont dans le webinar. Salut Sarah, salut Alice. Du coup, je pense que c'est une donnée intéressante. On pourra essayer de regarder effectivement dans quelle mesure les dispositifs gouvernementaux et les incitations, notamment financières, impactent un peu la reprise sur ce type de profil. Ouais. Alors Gonzague, pour entrer dans le vif du sujet, hein, des projets de transformation digitaux concernant le recrutement, finalement, avant de se lancer dans un projet de cette envergure, c'est quoi les règles, comment on s'y prend, c'est quoi la première étape? Alors, je vais donner ce qui est mon avis. On a le droit de ne pas être d'accord, évidemment. C'est vrai que nous, on constate une volonté de la plupart des entreprises et on va dire des directions ressources humaines et des recruteurs de digitaliser leur process en se rendant compte qu'on a besoin de plus de flexibilité. Et donc, évidemment, c'est bien, mais je pense que la première question, c'est de se dire qu'est-ce que je veux digitaliser, pourquoi, qu'est-ce que je souhaite améliorer. On le sait, j'espère ne pas me faire d'ennemis en disant ça, mais que en RH, on n'est pas toujours très analytique et du coup, parfois, on a un feeling de ce qu'on veut améliorer, mais comme on n'a pas forcément les chiffres très précisément, ce qu'on veut faire, en fait, pourquoi on n'est pas toujours efficace dans notre digitalisation. Donc, nous, on a une stratégie, mais qui peut être utilisée différemment. On utilise ce qu'on appelle une hiring card. Donc, on aide les entreprises à regarder, OK, aujourd'hui, mon processus sur 4 ou 5 grands items, qu'est-ce qui fonctionne bien et qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Je vous donne quelques exemples. Il peut y avoir une notion de productivité, c'est-à-dire on est combien de RH, on utilise combien d'outils. Au total, ça fait, je dis n'importe quoi, 300 000 euros à l'année. Et avec ça, on fait 10 recrutements. Ça, c'est un premier indice. Est-ce qu'on a envie d'améliorer notre productivité? Donc, on voudrait faire plus avec moins ou avec le même nombre de ressources. Deuxième point, on peut se dire non, en fait, ce que je voudrais améliorer, c'est ma vélocité. C'est-à-dire, avant, je mettais en moyenne 63 jours pour faire un recrutement. Maintenant, je voudrais baisser ça à 43. Ou je voudrais que j'arrivais à pourvoir 30% de mes postes dans le délai que je m'étais fixé. Je voudrais monter à 50. Mais encore faut-il savoir que pour le moment, c'est 63 jours et que je vise 50. Voilà. Et ensuite, je peux dire non. En fait, dans ma boîte, la difficulté, c'est plutôt la qualité de nos recrutements. On pense que, par exemple, sur l'année précédente, on n'a pas fait les bons recrutements. Donc, avons-nous les bons outils ou les bonnes méthodologies pour bien sélectionner et identifier les talents? Quatrième item potentiel, les candidats que je retiens pas. Est-ce que je leur laisse une bonne image de l'entreprise ou pas? Et est-ce que du coup, j'ai envie d'améliorer aussi l'expérience recrutement que je donne? Voilà. Et donc, l'idée, c'est de dire, essayer d'avoir 3, 4, 5 grands items. Donc, nous, on a une méthode, mais chacun peut se créer la sienne, peu importe, mais de savoir là où je suis bon, là où je suis moins bon. Et ensuite, dire, OK, je suis moins bon sur ça, j'ai les chiffres et vers où je veux aller. Et ensuite,
Voilà. Et donc, moi, je pense que c'est la méthode à mettre en place. J'identifie. Et ensuite, je vais essayer de trouver quelle partie de mon processus ou quel ensemble de mon processus de recrutement je dois changer, améliorer et potentiellement digitaliser, parce que c'est pas forcément, la réponse n'est pas toujours non plus digitale. Je donne un exemple. Parfois, on me parle beaucoup de marque employeur et d'attractivité de l'entreprise. On peut trouver des solutions qui sont non digitales en mettant en place. Nous, on a fait des études. Les candidats, ils sont très attentifs à avoir, par exemple, possibilité d'horaire flexible ou de télétravail. Enfin, j'imagine qu'une entreprise qui ne propose pas de télétravail dans le monde dans lequel on arrive, ça va être compliqué pour elle de recruter. Donc, elle peut juste travailler sur ça, qui va être un élément de son attractivité, qui va peut-être augmenter sa vélocité, donc sa rapidité de recrutement. Après, est-ce que ça seul, c'est suffisant? Peut-être pas. Et donc, il y a des outils qui peuvent être mis en place. Mais ce que je pense, la démarche, c'est d'abord, j'analyse où je suis, ce que je veux améliorer. Et ensuite, on peut faire appel à des outils. Et moins dire digitaliser pour digitaliser, mais avec quel objectif de résultat. Voilà. Donc ça, tu démarres par un audit finalement. Ouais, exactement. Mais l'audit, il peut être fait. Enfin, je veux dire, vous pouvez trouver. Enfin, il existe des cabinets de conseil. Il y a des sociétés comme nous qui avons des méthodos, mais elles peuvent aussi être faites en interne pour ceux qui le souhaitent. Ce que je pense, ce qui est important, c'est avant de poser la question du comment, c'est de poser la question du pourquoi. Voilà. Donc, avant de se dire comment je vais digitaliser, est-ce que je mets en place de la vidéo, des tests, des business cases, de l'assessment center, du ceci, cela, c'est pourquoi. Pourquoi? Pour améliorer, sur mon processus de recrutement, ce que moi j'appelle ma hiring card, qu'est-ce que je veux améliorer? Je veux améliorer ma productivité, je veux améliorer ma vélocité, je veux améliorer la qualité de mes recrutements, je veux améliorer mon impact sociétal. Enfin, voilà. Sur quoi est-ce que je veux jouer? Voilà. Parce que dans le monde du digital, concernant le recrutement, il y a beaucoup d'offres. Il y a beaucoup d'offres et il y a beaucoup de spécialités. Donc en fait, dans un processus de recrutement, on peut avoir besoin d'entretien vidéo, on peut avoir besoin de job board pour poster, d'outils de multidiffusion, on peut avoir besoin d'ATS. Ouais. Il y a un nombre assez conséquent d'offres et même de startups aujourd'hui en France qui proposent des solutions de recrutement. Et d'ailleurs, donc c'est aussi pas toujours très simple pour les RH de s'y retrouver d'ailleurs dans ce marché. Je suis 100% d'accord. Mais même, moi, je suis membre comme beaucoup du Lab RH et je suis dans l'écosystème et même en étant en permanence dedans, je trouve que, et en m'informant beaucoup, même moi, j'ai du mal à m'y retrouver aussi, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que la première question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi, et ensuite, on identifie les solutions. Et parfois, il peut y avoir plusieurs solutions qui répondent au même problème, d'ailleurs, ou qui sont de façons différentes d'améliorer, par exemple, ta rapidité de recrutement, ce que moi j'appelle la vélocité ou ton time to hire. Et donc ensuite, à toi de voir laquelle te semble la plus pertinente derrière. Mais tu sais pourquoi et du coup, tu peux challenger ton partenaire sur est-ce que vous êtes sûr que vous allez pouvoir m'apporter une amélioration sur ce point particulier qui est un des enjeux pour moi dans ma politique et ma stratégie de recrutement. Ouais, tu vois. Donc oui, ça, je pense que c'est central. Ouais. Et c'est comme ça que moi, je m'y prendrais parce que il y a tellement d'offres que si on part de l'envie de digitaliser, à un moment, on peut vite avoir envie de tout faire sans savoir vraiment si ça va améliorer. Et en plus de ça, c'est quand même compliqué le recrutement et c'est rarement, moi je pense que c'est quand même rarement un outil qui apporte une solution 360 globale qui fonctionne hyper bien. C'est d'ailleurs aussi pour ça que moi je nous pousse chez Clever Connect à essayer d'avoir une approche, tu vois, sur ce que j'appelle tout le parcours talent acquisition. C'est que dans l'absolu, c'est pas parce que tu auras de la vidéo ou pas de la vidéo que ton processus sera bien ou pas bien. En fait, c'est une approche globale qui fait que est-ce que tu as le bon process et la bonne combinaison d'outils en fonction des profils qui fait que tu es bon dans ton recrutement ou pas. Tu vois. Et c'est pas dans l'absolu, est-ce que tu as Visio-Talent ou pas Visio-Talent, est-ce que tu as Talentsoft ou Workday, tu vois, je pense. Ou Pixid. Pour rebondir, Antoine, toi, tes recommandations sur cette phase de préparation de projet, comment on s'y prend? Moi, je suis entièrement d'accord avec Gonzague et c'est pour ça nous aussi on travaille avec des cabinets de conseil où on a des offres un petit peu de training
pour bien faire comprendre au client en fait là où est son pain, là où est le dysfonctionnement dans son processus et pourquoi il a potentiellement, ouais, comme disait Gonzague, pas assez de candidats, ou alors il a des candidats mais il sait pas les filtrer, il sait pas les qualifier, ou alors pourquoi il n'arrive pas à leur proposer une expérience candidate intéressante, parce qu'on s'aperçoit chez des gros clients comme EDF, 50% des candidats ne finissent pas le parcours de candidature. Pourquoi? Parce qu'il est trop long. En fait, c'est 15 minutes et c'est trop long. Et donc, en fait, entre les clics des job boards et la candidature directement dans l'ATS, eh ben, il y a 50% des candidats qui sont partis. Donc, Ouais. donc on Et travaille. après, Oui. tu vois, je te coupe parce que comme là, dans ce que tu dis, je trouve ça passionnant, enfin, passionnant parce que tu vois, c'est des vraies questions. Juste, parce que parfois, nous, on a des clients qui disent oui, on a que 50% des candidats qui vont au bout du process. Mais il faut aussi se poser la question de dire en quoi c'est un problème. Enfin, ça peut être un problème, je suis d'accord, mais est-ce que parfois c'est un problème parce qu'en fait c'est subi, mais parfois ça peut être aussi voulu en disant si on veut avoir des candidats performants, on veut aussi avoir un processus de recrutement qui soit, tu vois, exigeant et qui teste aussi un peu la motivation des gens et que le fait que tout le monde n'aille pas forcément au bout, ça peut être un bon point. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant, c'est pour ça qu'il y a le pourquoi, c'est de dire pourquoi tu veux avoir plus que 50% des gens qui vont au bout. Est-ce que c'est parce que les gens sont pas satisfaits du process? Est-ce que tu perds des bons? Quelle est ta motivation derrière? Tu vois, et c'est ça les vraies questions. Enfin, je pense quand je dis d'aller, de faire une vraie analyse du pourquoi, c'est pas juste merde, j'ai 50% des gens qui vont au bout. C'est dans quelle mesure c'est un problème pour toi? Alors, c'est un problème en effet si on n'arrive pas à pourvoir tous les besoins en interne, ou alors si les comment dirais-je, recrutement, on s'aperçoit qu'en fait l'intégration de ces candidats-là n'ont pas donné, comment dirais-je, satisfaction auprès des managers. En effet, là, on doit se dire, bah, il en manque. Mais c'était juste un exemple en fait. Oui, oui, non, mais Nous, Pictid, en fait, on est surtout aussi un petit peu une chaîne hyper large qui va du besoin. On veut pouvoir traiter n'importe quel besoin de personnel, voir si en fait on va pouvoir le traiter avec du vivier interne parce que c'est des gens qui sont connus. Parce que nous, on a des prospects où les gens nous disent, ben moi, je dois passer 150 coups de téléphone tous les jours pour essayer de recruter en urgence pour demain matin quand il y a un no-show. Mais en fait, dans les 150 personnes, ils ont appelé 100 personnes, les mêmes qu'hier, qui leur ont dit, bah en fait non, je suis en vacances ou je suis pas disponible ou je suis employé déjà ailleurs. Mais en fait, comme ils l'ont pas enregistré quelque part cette donnée, en fait, eh ben, ils recommencent le process à zéro tous les jours. Et c'est un peu le quotidien aussi des RH de faire des tâches à faible valeur ajoutée et assez répétitives. Et donc, nous, on est plutôt sur cette partie opérationnelle-là. On a d'autres exemples, hein, mais là encore une fois, c'est parmi cette analyse dans des solutions, dans des organisations décentralisées où il y a 500 sites qui appellent une équipe de RH de 5 personnes et tout le monde demande une personne. Mais donc, ça fait un besoin de 500 personnes pour 5 personnes, pour 5 personnes. Donc, est-ce qu'on redonne de l'autonomie sur les sites pour pouvoir présélectionner les candidats et ensuite les RH font que la partie contractuelle. Donc il y a plein de questions en effet à poser pour bien comprendre le besoin du client et pas uniquement faire du push produit, du push fonctionnel parce que je pense que le client sera pas forcément satisfait en fait de l'acquisition de cette solution. Par contre, justement, c'est pour ça qu'on a une approche un peu comme Gonzague, c'est-à-dire par module. Aussi, ils sont pas obligés de tout prendre et aussi avec des approches avec des partenaires pour pouvoir, ça se trouve, il a besoin d'une chose chez nous et puis de l'entretien vidéo avec Clever Connect, mais il n'a pas besoin de la partie contractualisation parce que c'est pas un pain, c'est bien géré, c'est voilà. Donc, on s'aperçoit que là, il faut très bien connaître les pains des clients pour leur proposer des solutions qui soient un peu customisées et qui correspondent à leurs attentes. Sinon, en fait, les projets RH sont pas toujours des succès. Donc de ce que je comprends, de toute façon, comme tout projet classique, digital, effectivement, il faut passer par un audit qui va d'abord être interne à la RH pour voir dans quelle mesure elle doit aligner son process par rapport à ses ambitions, parce que Antoine, tu as souligné le fait que si les RH ont des problèmes, des difficultés, mais pas que en fait, aussi des entreprises qui ont d'un seul coup un projet de restructuration et deux nouveaux besoins de recrutement. Donc c'est aussi à des ambitions stratégiques RH.
Là, juste Là, pour… par exemple, il y a quelqu'un qui nous dit c'est plus une question d'organisation que de push produit. Oui, c'est complètement lié à l'organisation de la fonction RH et de ses ambitions. Et… La question, moi, que je me pose dans ces projets de recrutement, parce qu'il y a, contrairement à certains projets SIRH où on a des grandes problématiques technologiques, etc., je pense que le recrutement est moins impacté par ces problématiques techno, etc. Vous êtes tous les deux sur des solutions assez récentes et innovantes. Par contre, sur le marché, on vient d'en parler, vu le nombre de solutions existantes, comment vous arrivez à vous positionner? Tu as parlé de partenariat, de choses comme ça, parce que le responsable recrutement en entreprise, s'il doit commencer à discuter avec Clever Connect, Pixid et d'autres acteurs, parce qu'il a un SIRH, etc., comment le marché s'organise par rapport à ça? Alors, je sais pas si… Gonzague. Ouais, moi je voulais juste rebondir juste avant de répondre à cette question, montrer aussi l'importance que prennent les RH aussi dans l'organisation et comme le disait Brigitte, des entreprises. Aujourd'hui, la partie RH, la guerre des talents, c'est stratégique pour garantir la croissance des entreprises. Aujourd'hui, on voit que beaucoup d'entreprises se battent pour avoir les meilleurs profils au meilleur prix et tout ça. Et donc, c'est une question stratégique parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont limitées dans leur croissance parce qu'elles n'arrivent pas à recruter ou elles n'arrivent pas à garder leurs employés. Et donc ça, je pense que c'est tant mieux pour les RH, mais ça va un peu complexifier leur rôle et ça va leur donner de l'importance dans les organisations. Ensuite, par rapport à ta question sur les solutions, en effet, ils sont appelés tous les jours, je pense, par des milliers de solutions techniques pour leur proposer une fonctionnalité. Et nous, ce qu'on s'aperçoit dans des prospects, ils peuvent se retrouver avec 7 ou 8 solutions, c'est-à-dire une solution qui fait de l'onboarding, une solution pour signer les contrats, une solution pour dématérialiser le bulletin de paie, une solution pour faire la vidéo, et personne se parle. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut plutôt raisonner dans un écosystème et parler un peu entre software. Pourquoi? Pour partager cette donnée déjà dans un premier temps, améliorer l'expérience utilisateur, mais surtout aider les organisations à prendre des décisions beaucoup plus rapides. Parce que si on a la donnée et si on peut l'analyser, on va pouvoir prendre des décisions plus rapides et s'apercevoir. Nous, on a des prospects, ils nous disent, si je mets trop de temps à décider de recruter quelqu'un, dans les 48 heures, je sais qu'il a pris une autre offre d'emploi. Et donc, c'est de plus en plus tendu. Donc, pour aider ces entreprises à prendre des décisions, il faut leur donner des bons outils et aller vite. En complément, je suis d'accord sur ton constat, hein, Christophe, que le marché des solutions RH, il est pléthorique. En revanche, si tu le segmentes et que tu fais une petite analyse, il y a énormément de ce que nous on appelle, désolé, je vais utiliser deux termes anglais, mais c'est parce que je sais pas très bien le dire, traduire en français, mais ce que nous on appelle des point solutions. Ok, donc c'est des solutions qui résoudent vraiment un problème spécifique. Si tu enlèves et que si tu regardes un peu les acteurs qui sont capables d'être plutôt ce que nous on appelle un one-stop shop, donc tu vois, de répondre à une problématique plus large, déjà elles sont beaucoup moins nombreuses, tu vois, être capable de gérer tout le. Et donc, moi, je pense que ce qui va faire la différence, c'est que soit, et tu as un certain nombre d'entreprises pour lesquelles c'est le cas, elles ont une problématique extrêmement spécifique. Et donc là, effectivement, elles vont faire appel à un acteur parmi les 2000, tu vois, à proposer des solutions. Et là, chacun propose son truc. En revanche, quand les entreprises ont une taille un petit peu plus importante, tu vois, ETI, grand compte, les problématiques, elles sont souvent un peu plus globales et un peu plus transverses. Et c'est pas juste en changeant un outil que tu changes la problématique. Et donc là, elles vont chercher des réponses un peu plus globales, un peu plus transverses. Et là, il y a moins d'acteurs. Enfin, c'est pour ça aussi que moi, je voudrais emmener Clever Connect vers d'où la fusion Météo Job, Visio Talent et le lancement de nouveaux produits pour pouvoir intervenir sur toute la chaîne. Tu vois ce que je veux dire? Et que du coup, ça soit global. Parce que on se rend compte quand même que quand tu dois faire appel à 5 solutions différentes, même si elles sont bien individuellement, le temps que tu gagnes par outil, tu le perds à connecter tous les outils ensemble et à faire naviguer ton candidat d'un outil à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu utilises l'entreprise A, puis ensuite tes candidats ils doivent passer à la B. Puis en fait, connecter tout ça ensemble, c'est perdre le temps que tu as gagné, la valeur intrinsèque ou le temps que tu as fait gagner chaque outil individuellement. Tu vois?
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'un marché qui est plus ancien, c'est le marché des SIRH. Tu vois, le marché, il s'est globalement regroupé autour de plusieurs grands acteurs. Et ben, sur le talent acquisition, je pense quand même qu'on va avoir un mouvement aussi vers ça où, certes, il restera des point solutions, mais que vont émerger, et j'espère je pense qu'on en fait partie et j'espère qu'on va le démontrer, quelques acteurs qui sont capables de couvrir plus globalement la chaîne. À mon avis, c'est ça. Ouais. Donc, tu vois, sur les PME, oui, il restera beaucoup de point solutions. Maintenant, pour intervenir sur des ETI et des grands comptes, il faudra être en capacité d'être un peu quand même global parce que les problématiques sont transverses, je crois. D'accord. Oui. D'autant plus que effectivement, quand tu parles de couvrir la chaîne globale, et donc j'imagine que l'objectif du rapprochement qui a fait naître Cleaver Connect, c'est aussi de donner une perspective de pérennité à tes clients et à tes prospects. Ouais, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, des startups qui lancent un produit dans le recrutement, on en a quasiment une par mois. Donc après intervient la question de la pérennité des solutions. Parce qu'on est quand même sur des enjeux hyper stratégiques. Donc il y a aussi côté RH un choix à faire de raison par rapport aux partenaires avec lesquels ils vont contractualiser. Oui. D'ailleurs, je vois, il y a une question de Brigitte qui dit les managers ont-ils des accès directs à vos outils ou doivent-ils passer par les RH? Alors, je pense que ça dépend de quel outil on parle, puisqu'on en a plusieurs. Ouais. Mais nous, sur l'utilisation de la vidéo, un élément qui est intéressant, c'est que les managers n'ont pas directement accès. Ce sont les RH qui posent les questions et qui invitent les candidats. En revanche, ils partagent les vidéos avec les RH pour que justement, encore plus dans cette période où il y a de la distance physique, en disant tiens, voilà 3 vidéos de candidats qui ont postulé pour être dans ton équipe. Avant que je les reçois, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves qu'ils ont la personnalité, la motivation, le discours qui pourrait fitter avec l'équipe en place? Donc oui, moi je pense qu'il est important aussi que les outils de plus en plus soient transverses et que les RH ne travaillent pas en silo. Voilà, et que du coup il y a une étude qui a été faite. Bon, elle date d'il y a 2 ans. Je suis plus si précis que ça. Je suis désolé, mais dans les grandes lignes, c'était quand même il y a des études qui ont été faites auprès de managers en leur demandant citer 3 fonctions principales de la mission RH. Et il y a 2 tiers des collaborateurs qui sont même pas capables de citer 3 missions de la fonction RH. Et du coup, on se rend compte que, en fait, ça reste assez obscur pour un certain nombre de personnes dans l'organisation ce que font les RH. Et du coup, aussi d'avoir des outils qui sont collaboratifs et de montrer que, on travaille pas seul, qu'on implique l'ensemble de l'organisation dans les processus de recrutement, je pense que c'est très fort. Et en plus, ça protège les RH parce que c'est beaucoup plus facile pour un manager de dire les RH n'ont pas fait leur job quand le recrutement a été fait en silo. Quand on a partagé l'offre d'emploi en disant qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu trouves que ça reflète bien la philosophie pour OK. Tiens, voilà la vidéo des 3 candidats, qu'est-ce que tu en penses? Si le candidat colle pas in fine, c'est quand même plus une erreur collective qu'une erreur des RH. Et voilà, donc bref, j'ai un petit peu dévié du sujet, mais la question de Brigitte, je la trouvais intéressante. Je pense que dans l'avenir des RH, c'est aussi des outils qui collaborent avec les autres fonctions de l'entreprise. Tu as raison. Il y a quelques mois, on avait fait un article qui s'appelait le digital au secours du marketing RH. Donc, mais ça veut tout dire parce que effectivement, ces outils, c'est vrai que la fonction RH a toujours eu du mal à faire son autopromotion dans l'entreprise et à se marketer. Et l'un des intérêts périphériques des solutions digitales et collaboratives, c'est que effectivement, par nature, ça va entre guillemets améliorer l'image de la fonction RH au sein de l'entreprise. Et ça, c'est un acquis, c'est quelque chose qui est reconnu. Antoine, tu voulais ajouter? Oui, en fait, par rapport à cette question-là, notamment de Brigitte et les éléments qu'a donné Gonzague, c'est vrai que nous, historiquement, Pixid est utilisé par plusieurs personnes dans l'organisation, que ce soit des opérationnels qui disent, moi, j'ai besoin de quelqu'un sur ma chaîne de production ou dans mon équipe comptabilité pour les 3 prochains mois. Il y a le manager qui peut valider, comment dirais-je, le besoin en termes financiers, si on a le droit de recruter, tout ça. Et puis ensuite, il y a les RH qui peuvent sélectionner le candidat, finaliser le contrat. Donc, c'est vrai que on a quand même beaucoup d'organisations qui sont complètement décentralisées, avec des milliers de sites en France et puis des équipes RH qui sont parfois sur un point unique. Et il y a besoin de solutions justement pour pouvoir avoir un outil un peu plus collaboratif entre les opérationnels, les managers et les RH, et que
ça soit pas uniquement utilisé par les RH, parce qu'en fait, si ils n'arrivent pas à donner de la visibilité sur ce qu'ils font, ils vont pas aussi satisfaire l'opérationnel. Alors que l'opérationnel, il veut juste qu'on lui trouve rapidement quelqu'un. Et ces outils-là, en fonction des rôles qu'on a dans la plateforme et cet échange, permet d'augmenter la satisfaction des opérationnels, permet aussi de garantir au manager que son équipe elle tourne à 100%, et garantit aussi au RH d'être en ligne, enfin que tout le monde soit en ligne aussi avec la politique RH. On a bien collecté les candidats, on recrute bien des gens qui ont des contrats, parce qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises où il y a des gens sur site et qui n'ont pas de contrat de travail ou qui n'ont pas un CDD ou un CDI signé dans les 48 heures. Donc voilà, ça peut toute cette partie-là aussi dans ces organisations décentralisées, cette partie supervision et reporting de groupe est hyper importante. Alors Stéphane nous dit, et il a tout à fait raison. J'allais rebondir. La première étape, effectivement, avant de mettre des outils dans les mains des salariés et des managers, c'est effectivement de former ses collaborateurs, ses managers au recrutement. T'allais rebondir dessus, Gonzague? Ouais, non, mais c'est hyper vrai. Du coup, c'est effectivement une problématique auquel on fait face et qui est vrai sur plein d'outils, mais aussi sur la vidéo, c'est que la vidéo, je trouve ça top, et en même temps, c'est pas parce que c'est notre outil que je lui reconnais pas certaines limites ou difficultés, qui est que quand on bosse en recrutement, on a quand même, normalement, la formation qui permet de prendre un peu de recul. C'est vrai que par exemple, sur la vidéo, de temps en temps, un manager pas habitué peut se focaliser sur des éléments, tu vois, qui sont secondaires / qui ne devraient pas être pris en compte. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est vrai que il est important. Alors, en même temps, on a besoin d'avoir leur avis, et de l'autre côté, il faut aussi pouvoir pondérer un petit peu, parce que il y a les techniques d'entretien, les biais cognitifs, la non-discrimination, qui sont des sujets extrêmement importants. Ouais. Comme le dit Stéphane, je suis d'accord. Pour nous, c'est quelque chose qui est hyper important aussi chez Pixit, parce qu'aujourd'hui, on a à peu près 130 000 entreprises qui recrutent par Pixit, et on a 9 000 agences de travail temporaire. Donc, ça fait plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs au quotidien qui ont potentiellement un rôle ou des rôles plus importants sur la plateforme. Et on a aussi 3 millions de ressources intérimaires, salariés, qui postulent aux missions, qui signent leur contrat de travail, qui remplissent un relevé d'activité. Donc, en effet, l'obligation, c'est d'avoir une solution qui est simple, avec une ergonomie, une expérience utilisateur simple. Mais chez Pixit, on a souvent eu des projets avec des gros déploiements et avec des milliers d'utilisateurs sur des milliers de sites en France. Donc ça, je comprends le point de Stéphane, c'est ça. Mais quand c'est bien, encore une fois, il faut que ça soit bien accompagné, et puis il faut des solutions qui soient simples d'utilisation, où il n'y a pas besoin d'être un expert non plus avec des milliers d'heures de formation. Non, mais ce qui est intéressant, c'est juste pour rebondir, je donne un chiffre sur ce qu'a dit Stéphane. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, au début d'année, il y a une étude qui a été faite par l'université de Paris-Créteil, mandatée par le gouvernement. Ils ont postulé avec 2 CV identiques, mais juste des noms différents dans les plus grandes entreprises françaises. Donc, ils ont fait CAC 40 et SBF 120. Et pour essayer d'identifier s'il y avait de la discrimination. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait des écarts de traitement assez significatifs. Et la réponse de ces entreprises était de dire que une partie de ces écarts était due aux candidatures spontanées, que les candidatures spontanées étaient traitées non pas par les RH, mais par les managers qui n'étaient pas formés, et que donc la discrimination venait que les candidatures spontanées arrivaient non pas aux RH, mais aux managers, et les managers avaient peut-être plus de biais que n'en avaient les RH, et qu'en fait, du coup, comme c'était hors process, c'était géré par les managers, du coup, il y avait de la discrimination. Et donc, ça, je pense que ça fait écho à ce qu'a dit Stéphane quand même, qui est de dire que on arrive à traiter assez bien nos process quand ça rentre par les RH, globalement, mais quand ça rentre par les managers, c'est vrai qu'on n'arrive pas toujours au niveau d'exigence et ou de diversité qu'on pourrait rechercher en entreprise. Et donc, c'est vraiment un point à contrôler. Et d'ailleurs, il y a des solutions, mais c'est-à-dire comment on gère aussi, par exemple, le process de candidature spontanée pour être certain qu'il n'y ait pas de discrimination aussi sur la candidature sspontanée. D'autant qu'on a eu un rappel à l'ordre assez clair dimanche soir sur le sujet. Je ne sais pas si vous avez écouté l'allocution d'Emmanuel Macron, mais ça faisait partie du discours. Donc, dans le plan de relance,
la discrimination est un sujet prioritaire pour le gouvernement. C'est bien. Alors, il y avait pas mal de questions sur est-ce qu'il y a un SIRH qui permet de couvrir tout le process de recrutement. Alors, il y a plein de gens qui ont cité des solutions, des mastodons du marché. Oui, c'est des SIRH qui permettent de gérer un certain nombre de domaines RH. Pour autant, ils vont pas, vous allez pas retrouver dedans des fonctionnalités type, je sais pas, entretien en visio. Vous allez surtout pas retrouver dans ces solutions d'algorithmes de matching, d'analyse très pointue des données. Et ça, c'est plutôt des outils très spécifiques et métiers qui le feront. En général, c'est vrai que le recrutement est plutôt décorrélé des gros SIRH et vient en amont du SIRH pour ensuite se plugger aux solutions et finalement gérer et créer un dossier salarié à partir du moment où vous avez recruté la personne. Exactement. C'est ce qu'on voit généralement sur le marché. Et on s'aperçoit aussi chez nos clients qu'en fait, ils ont un SIRH pour uniquement gérer les salariés internes. Nous, par exemple, et aussi Clever Connect et Pixid, nous, on veut plutôt la plateforme de tous les candidats, que ce soit des anciens salariés internes, des salariés internes actuels, des nouveaux candidats, et de pouvoir en fait optimiser cette data-là, parce qu'ils n'ont pas besoin de forcément toutes ces informations, les SIRH, et ils veulent surtout pas avoir 1 million de CV dans leur plateforme. Ils veulent uniquement les gens qui font l'objet d'une paye à la fin du mois. Et donc, c'est pas non plus des experts de cette partie recrutement, de la solution de vivier interne, de matching, de filtrage et tout. C'est pas forcément des solutions de cette brique-là, post contrat et post bulletin de paye. Ce sont des experts qu'on appelle du workflow. Donc, ouais. une fois que le candidat, une fois que le salarié est dans l'entreprise, pour le suivre tout au long de sa vie et de gérer les différentes interactions avec le salarié, l'entretien annuel ou individuel, son besoin de formation, bref, la paie, tout ça. Là, ce sont des modules de votre SIRH, qui vont gérer ça. Mais en amont, comment on attire les meilleurs et comment on trouve des candidats, comment on les fait postuler, comment on les évalue. Avec différents outils, ça c'est pas tout à fait leur métier. Alors parfois ils peuvent essayer d'y aller de temps à autre, mais c'est pas leur expertise. Exactement. Et puis c'est vrai que les responsables SIRH en général viennent plutôt du monde de la paye. Et c'est pas toujours simple quand on leur demande d'aller mettre en place des solutions de recrutement. Il faut aussi que les RH au sein de la direction des ressources humaines communiquent entre eux. Ils n'ont pas tous une appétence pour le digital. Il y a une question là qui est intéressante d'Emmanuel qui dit est-ce que émouliner la data interne du SIRH pour la mobilité interne avant de passer au recrutement externe, c'est possible de façon simple avec un SIRH? Mais ça, typiquement, Antoine, je pense que c'est quelque chose qui est possible, par exemple, avec la solution Pixid. Alors on peut le faire. On peut rapatrier ces informations-là et donc pouvoir filtrer, matcher les meilleurs candidats qui seraient potentiellement disponibles et aller les solliciter. Mais généralement, même si SIRH, là, pour répondre précisément à la question, elles font appel à soit des solutions externes, ou alors c'est une brique en plus que l'entreprise prend pour gérer que cette mobilité interne. Ouais, par exemple, nous, on est souvent mandaté par les gros SIRH du marché, en disant, comme on a un outil qui s'appelle HR Match qui fait du matching, en disant, voilà, j'ai une offre. Comme la loi, normalement, en plus, me l'impose, je dois d'abord regarder si j'ai en interne les compétences avant de mettre l'offre en externe. Et donc là, on fait tourner un algorithme de matching en disant, est-ce que j'ai dans l'entreprise ou dans mon vivier déjà existant des candidats qui correspondent à cette offre, oui ou non. Si c'est non, dans ces cas-là, ensuite, je la publie en externe. C'est bien de faire ce rappel à la loi parce que je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez très peu appliqué dans la pratique. Ouais, dans la pratique. Bon, après, c'est dur à vérifier, mais oui, normalement, mais toute offre qui est mise en externe doit d'abord être mise en interne, théoriquement. Et ces solutions-là permettent aussi d'identifier un candidat qui a été reçu il y a 3 mois pour un poste A et qui n'a pas été retenu. Il peut être en fait pris pour un poste B 3 mois plus tard. Et en fait, là, il y a énormément d'économies à aller chercher aussi.
Alors, ça évite de reposter les annonces, ça évite donc c'est des coûts, ça évite de revoir les gens en entretien, de recommencer le process from scratch. Et donc cette création de vivier, dont je décrivais un petit peu brièvement le truc, ben, ça permet d'optimiser ça. Et là, il y a vraiment des économies à aller chercher, je pense. Est-ce que vous avez des demandes là de clients, de prospects concernant plutôt des actions de mobilité interne, de bourse d'emploi, de choses comme ça en interne justement? Est-ce que les projets arrivent? Ouais, ouais, nous, enfin, j'ai surpris pas mal de discussions en me baladant dans les couloirs, alors à prendre un peu plus à distance, mais les sujets enfin, en fait, enfin, moi j'ai constaté deux choses, les sujets de mobilité interne qui reviennent un peu, et aussi une priorité au sujet moyen-long terme, c'est-à-dire que on a fait beaucoup de points avec des entreprises pour revoir par exemple l'ensemble du processus de recrutement ou revoir l'ensemble de leur site carrière et de l'attraction des candidats parce que de toute façon, enfin, on sait que on va avoir besoin d'un site carrière efficace dans les 5 prochaines années. Et donc, voilà, des projets significatifs de transformation, en fait, on en a plus qu'avant. Parce que paradoxalement, tout le monde a pris un petit peu le temps de sortir quand même aussi le nez de l'opérationnel et de se poser des questions sur du moyen long terme. En revanche, c'est vrai que nos projets très court terme, style je voulais faire un truc extrêmement spécifique, voire je voulais diffuser 50 annonces, ça c'est un petit peu plus en recul. Voilà. Donc une diminution du court terme au profit du moyen long terme, on a constaté, dont la mobilité interne. Je rebondis sur ce que tu dis. Je pense que la période a permis aussi à bon nombre de professionnels de prendre du recul par rapport à la situation, par rapport à leur mode de fonctionnement. Est-ce que côté Pixid et Cleaver Connect, vous avez aussi, vous, fait cet exercice un peu de prise de recul pendant la période? Est-ce que vous avez consulté vos clients par rapport à leurs besoins immédiats, futurs? Est-ce que vous avez travaillé plus dans la main avec vos clients pendant cette période? Antoine? Alors c'est vrai que nous, tous les dossiers qui étaient un peu en cours, on a pu un peu réfléchir avec les clients parce on a eu le temps déjà de réfléchir à pas uniquement la solution Pixid, mais qu'est-ce que pourrait être demain la solution aussi Pixid pour le client, et essayer de l'adapter et pour que les aider en fait à être prêts justement pour l'après-Covid, la relance. Et donc, il y a eu l'interview aussi d'Étienne Colella, notre président, qui disait, nous, c'était pas forcément le prêt des salariés internes, mais aussi la construction d'un vivier interne et de partager cette data. Pourquoi? Parce que en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a une partie de ces CV qui sont papier sur un bureau. On s'aperçoit qu'il y en a qui sont dans des boîtes email. Il y a des infos, des numéros de téléphone dans les téléphones des managers sur les sites, et que ça en fait les entreprises n'en ont pas forcément confiance. Nous, quand on va voir des gens et là dans la période Covid, on leur dit mais combien vous avez de CDD, combien vous avez de besoins de recrutement par mois ou par an, combien vous voyez de candidats, combien vous postez l'annonce. En fait, les gens n'en ont aucune idée. Mais quand je vous dis aucune idée, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, c'est vraiment un peu fait à la mano. Il y a des équipes RH pour les CDD, des équipes RH pour les CDI, des équipes RH pour les stagiaires, des équipes RH pour l'intérim. Et il n'y a pas de ce partage d'infos-là. Et donc, nous, on a vraiment essayé de travailler pour se dire, mais comment on peut avoir nous, ce qu'on appelle un hub, en fait, une solution qui connecte les autres et qui apporte cette brique-là, cette vision un peu globale à ces clients-là. Parce que aujourd'hui, Ce qui permet, j'imagine aussi d'optimiser les coûts, parce que une des problématiques des entreprises concernant les recrutements, c'est bien souvent le coût du recrutement. Alors justement, là, par rapport à notre approche et justement à comment nous on réfléchit chez Pixid, plutôt que de leur vendre une solution supplémentaire avec des fonctions, c'est justement comment on va leur faire économiser et apporter du ROI sur chaque étape. Et c'est ça. Enfin, les clients sont plutôt sensibles à ça, je pense. Gonzague, vous avez cette approche aussi ROI, j'imagine. Ouais, mais tu sais, je reviens juste sur ta question. Qu'est-ce qu'on a fait aussi pendant cette période? Moi, j'ai trouvé, évidemment, c'était une période stressante et difficile, mais j'allais quand même dire, il y a eu un côté que j'ai trouvé magique, c'est d'enfin avoir du temps avec certains clients
et même avec certains interlocuteurs. C'est-à-dire que nous, on a fait des clubs utilisateurs où on a, un petit peu par typologie de besoins et d'entreprises, mais où on a pu avoir les DRH de super boîtes clientes, mais de Saint-Gobain, Leroy Merlin, Orange, SNCF, et tu vois, d'avoir 10 super clients comme ça qui viennent et qui passent une matinée chez toi et qui on pose des questions parce qu'on est en train de développer de nouveaux produits en disant tiens, qu'est-ce que tu en penses, c'est quoi les priorités dans l'ordre, et on fait, le but c'est de faire ce segment-là avec ces clubs utilisateurs avec le segment grand compte, avec le segment ETI, avec le segment PME, parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins, donc forcément on les met pas dans les mêmes groupes, mais tu vois, d'avoir du temps. Et c'est la première fois que je trouve que nos clients, alors certes, il n'y avait pas forcément toujours les budgets ou la possibilité de pouvoir faire des choses tout de suite, mais il y avait quand même du temps. Et d'ailleurs, c'est un truc sympa, j'encourage aussi peut-être nos participants, c'est de dire, pour ceux qui sont peut-être en PME, il y a pas mal de boîtes qui, pendant cette période, se posent la question de développer des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux outils. Et si vous participez, c'est l'occasion parfois pour vous aussi de faire évoluer certains produits comme en fonction de vos besoins. Et donc, en fait, c'est presque comme si on vous développait un outil pour vous. Et souvent, en plus, pour les gens qui participent à la conception, enfin, nous, on fait souvent, vous allez avoir 3 mois ou 6 mois d'utilisation gratuite ou moins 10 ou moins 20%. Et du coup, je trouve que c'est une opporte hyper intéressante pour les éditeurs comme pour les clients, bosser ensemble à définir ce que sera le futur du recrutement et de nos besoins. Et nous, au moins, on fait des outils qui sont intéressants et qui vous intéressent avec les fonctionnalités dont vous avez besoin. Et vous, vous êtes dans l'innovation et vous créez des outils qui correspondent exactement à votre réalité en entreprise. Donc voilà, je trouve que il y a dans cette difficulté une opportunité à la collaboration / co-élaboration. Antoine, vous avez cette dimension aussi Club U ou... Alors nous on l'a pas forcément fait vraiment avec les utilisateurs, même si au quotidien, alors on était toute l'entreprise a été en télétravail et a assuré toute la suivi de projet, la maintenance de la solution et tout. Donc on a quand même maintenu ce dialogue. En effet, encore une fois, les clients nous rapportaient, je pense qu'on a vraiment été preneurs des retours des clients, comme le dit Gonzague. Et nous aussi, on en a profité pour discuter beaucoup avec des partenaires technologiques pour pouvoir en fait créer ensemble des offres et des nouveaux cas d'usage ou des nouvelles solutions avec des outils de planning, des outils vidéo comme Visio-Talent, avec du parsing et du matching, ou alors se dire en fait il y a des clients, nous ils disent moi j'ai un besoin par exemple, je sais pas moi, de comptable à Lyon, et nous, la politique de Pixit, c'est de ne pas forcément tout développer, mais on va intégrer des briques techno dans la plateforme. Alors, c'est pas pour envoyer l'utilisateur à droite à gauche, mais vraiment qu'il puisse utiliser des fonctionnalités additionnelles dans la plateforme, mais pour lui dire en fait, un comptable à Lyon, comment font vos compétiteurs, pour bien le recruter? Quel est le bon salaire? Quels sont les bons canaux d'acquisition? Quels sont les bons job boards? Donc voilà, ça nous a permis aussi d'enrichir cette offre de valeur, soit avec des partenaires, soit avec des besoins clients qui ont été remontés. Ça marche. Bon, ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble. On va bientôt conclure. J'aimerais bien qu'on conclue sur une note un peu positive. Tout à l'heure, on en a parlé. Effectivement, il y a eu une baisse des offres, du nombre de recrutements, notamment au cœur de la crise, en mars-avril. En mai, c'est remonté un petit peu. Antoine, sur ton avis sur les mois à venir, plutôt positif? Alors, nous, on voit clairement que c'est positif parce que je vais pas le redire, mais je l'ai dit en intro que tous les secteurs repartent. Il n'y a pas forcément d'exception. C'est aussi assez positif puisque il y a beaucoup d'entreprises qui se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas forcément adaptées quand il y a des problèmes comme ça. C'est-à-dire que nous, on a des RH qui nous disent j'ai dû mettre des masques, aller chez les salariés, leur faire signer des contrats à la mano et repartir chez moi pendant la période Covid, alors qu'ils n'avaient pas le droit de quitter d'1 kilomètre leur lieu de domicile. Donc nous, on est plutôt très positif sur les besoins qui vont s'accélérer là dans les entreprises. Alors j'aime pas trop le mot digitaliser, mais à réfléchir sur comment ils peuvent s'équiper pour pouvoir aller plus vite, mieux faire. Et donc je pense que les entreprises vont être plutôt
plutôt, comment dirais-je, volontaire pour prendre des solutions comme Pixid. Et puis, en tout cas, nous, on se tient prêt à ça. Donc, je pense que pour la partie recrutement, digitalisation, contractualisation signature électronique, c'est plutôt positif ce genre d'événement. Alors, moi, j'aime bien le mot digitalisé, contrairement à ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, sans le digital pendant cette période, on aurait complètement coupé les relations humaines. Et je trouve que une des choses qui est remarquable pendant la période de la crise, c'est que finalement, il y a eu quasiment plus de communication au sein des entreprises pendant la crise qu'en temps normal, notamment grâce au digital, grâce aux webinars, etc. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez ressenti, mais, et comme tu l'as dit, Gonzague, tu as pu contacter des clients, prendre le temps avec eux parce qu'ils t'ont aussi donné de leur temps. Donc, il y a eu beaucoup plus de communication et de relations humaines pendant cette période. Après, à voir si dans les mois à venir, ça va durer. Mais je pense que le digital a vraiment une place clé à partir du moment où il est bien utilisé. C'est quoi, toi, Gonzague, ta vision des choses là dans les semaines, les mois à venir, à part partir peut-être en vacances? Non, mais attends, tu dis ça, mais tu sais que normalement, je devais partir le 4 juillet en voyage de noces, et du coup, ça, c'est la loose. Mais à part ça, que ça m'intéresse personne, donc je sais même pas pourquoi, ça y est, je recommence. Tu vois, j'ai réussi à me concentrer, mais 1 heure, c'est le maximum, je recommence à dire n'importe quoi. Non, mais en vrai, j'ai pas envie de faire le mec qui sort sa boule de cristal et qui dit maintenant, moi, je me veux résolument. Enfin, je suis naturellement un optimiste, donc je suis plutôt optimiste pour l'avenir. Ma seule vision, c'est de dire pour moi, je pense qu'il y a 2 effets. Il y a eu l'effet du confinement et là, ça repart. Je pense qu'il sera intéressant de refaire un point en novembre-décembre parce que effectivement, les aides d'État vont s'arrêter là durant l'été. Et du coup, j'attends de voir tout ce qui est dans la restauration, l'événementiel, le tourisme, dans quelle mesure, une fois que les aides et que la trésorerie sera un peu passée, dans quelle mesure ces entreprises arrivent à rester à flot. Voilà, exactement. Donc, je pense que, je suis pas étonné. Enfin, là, l'intérim va repartir et tout ça, c'est sûr. Maintenant, dans quelle mesure, on n'a pas vu pour le moment de licenciement. Il n'y a pas eu de licenciement en France, économique ou pas économique. Donc, ma question, c'est maintenant sur la fin d'année. C'est là où on va voir est-ce que les entreprises passent le cap ou pas seules, quoi, sans aide. Alors, je te reprends, hein. Il n'y a pas eu de licenciement économique, effectivement, parce que les entreprises ont fait des licenciements personnels pour éviter justement de rentrer dans la complexité d'un licenciement économique mais il y a eu peu, qui est beaucoup plus complexe à mettre en place. Il y a eu quand même. Il y en a eu peu. Alors effectivement, il y a des études là qui ont été faites sur des projections, mais pour l'instant, on est vraiment dans la boule de cristal, comme tu dis, donc il n'y a rien de factuel et c'est effectivement beaucoup d'informations relayées par les médias sans réel fondement. Pour le moment, on est dans la spéculation. Exactement. En tout cas, parce que je vois qu'il est midi 3, mais je voulais aussi, parce que en fait, quand on a commencé, je sais pas, il y avait 30 personnes, j'ai dit salut à tout le monde, et là, je me réveille, enfin pas je me réveille, mais du coup, j'ai un coup d'œil, et du coup, je voyais qu'il y avait 70 personnes, donc merci à tous d'avoir été aussi nombreux. Voilà, j'espère que c'était intéressant, et je voulais te remercier, je voulais vous remercier tous les deux, Christophe, d'avoir parfaitement, animé. Merci à toi. Et merci Antoine aussi, c'était cool de faire ça ensemble. Et il y en a un autre dans le futur, je serais ravi d'être présent. Voilà. Super, je vous remercie tous les deux. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent appétit, hein, il est midi. Et puis je vous donne rendez-vous cet après-midi. On a encore 2 sujets. Un sujet sur je vais y arriver, je suis fatigué, sur la mobilité interne à 14h et sur la cooptation à 17h. Excellent après-midi. Bonne fête d'anniversaire, Christophe. Salut. Merci. Au revoir. Au revoir.